l'amortissement de la dette est passé de 11,2 milliards de gouttes à 17,4 milliards de gouttes. Pour les ministères qui sont les mieux pourvus, les mieux dotés dans ce budget 2019-2020, je cite les principaux ministères en termes de montant reçu, montant attribué. Donc nous avons le ministère des Travaux publics qui a une enveloppe de 13,1%. Nous avons le ministère de la Santé publique qui a une enveloppe de 10,9%. Nous avons ensuite le ministère de la Justice qui a une enveloppe qui représentait 6,8%. Nous avons le ministère de l'économie et des finances englobant ces différentes structures qui représentent 4,3%. Donc voilà en gros les ministères qui sont les mieux pourvus dans le cadre du budget 2019-2020. Donc là, pour le budget, comment est financé ce budget? Donc, pour les 198,7 milliards de gouttes, les recettes courantes, c'est-à-dire les recettes que DGI avec la douane a collectées, représentaient 89,3 milliards de gouttes, soit 45% de l'enveloppe globale du budget. Le support budgétaire attendu de la part de nos bailleurs, c'est environ 18 milliards de gouttes, soit 9% de l'enveloppe globale. Il y a les dons hors Petro-Caribé qui vont représenter environ 28,7 milliards de gouttes, soit 14,5% de l'enveloppe globale. Les bons du Trésor vont représenter 25,7 milliards de gouttes, soit 13%. Et puis le financement des institutions financières, particulièrement de la Banque centrale, qui va être de l'ordre de 30 milliards de gouttes sur l'exercice. Donc, l'enveloppe, comment elle est répartie, c'est 198,7 milliards de gouttes, qui lui-même a financé par les recettes courantes, 45%, le support des partenaires internationaux qui représente 9%, un certain montant proviendra de l'annulation du fonds monétaire, de la dette du fonds, qui représente 1,3%. Il y a autre financement projet qui représente 2,1%. Et puis les dons en dehors de Petro-Caribé qui représente 14,5%. Les bons du Trésor 13%. Et puis le financement que nous avons, les financements Banque centrale qui représentait 15,2%. Donc là maintenant, venons-en aux perspectives. Pour 2020-2021, déjà on peut dire au niveau du ministère, on travaille sur un plan de relance qui va prendre en compte le contexte dans lequel on se retrouvera après Covid-19. Donc déjà, les problèmes sont adressés et on est en train de travailler avec nos amis de l'international pour voir ce qui peut être dégagé pour le lancement du plan sur lequel on travaille. Et là, une attention spéciale va être accordée aux les petites et moyennes entreprises. Et là aussi, pour 2020-2021, pour l'élaboration du budget pour l'exercice 2020-2021 vont être lancés sous peu, et des réceptions de la lettre de cadrage du Premier ministre, déjà au niveau du ministère, on invite les ministères sectoriels à
se pencher sur leurs besoins afin de les communiquer à temps, parce que pour 2020-2021, on va faire en sorte à ce que les délais légaux soient respectés pour l'élaboration du budget. Et là, on va revenir aux bonnes habitudes, c'est-à-dire le processus va être participatif, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs impliqués dans la société, les partenaires internationaux vont être touchés au moment des travaux devant conduire à l'élaboration du budget 2020-2021. Donc les maîtres mots à retenir dans le cadre de ce budget, c'est un budget qui se veut réaliste, un budget qui se veut transparent, au sens où certaines activités qui jusque-là étaient financées par le Trésor, mais qui n'étaient pas représentées à travers des lignes spécifiques. C'est le cas pour l'EDH, qui recevait des subventions, qui reçoit encore des subventions, et le montant qui jusque-là apparaissait au budget n'avait rien de comparable avec ce qui était effectivement dépensé. Donc c'est pourquoi dans le cadre de ce budget, il y a une ligne spéciale sur laquelle on va enregistrer toutes les dépenses qui sont consenties en faveur du secteur en général, mais ça va prendre en compte les subventions qui sont accordées sur les produits pétroliers. Donc ça, c'est la grande nouveauté de ce budget. Donc voilà en gros les grandes lignes qui caractérisent le budget pour l'exercice 2019-2020. Donc je dis merci aux membres de la presse pour la patience dont ils ont fait montre, parce que là nous commençons Jean-Noël là avec 2 heures de retard et malheureusement ce n'est imputable à personne. Nous comprenons qu'il y a un problème d'internet, donc c'est pourquoi donc on a pris ce retard. Donc je remercie encore les membres de la presse et on est disponible et disposé pour toutes les questions. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Depuis là, nous avons des questions déjà qui rejoignent nous. Et une première question, nous allons rapidement partager avec vous pour réponse, mais comme c'est une question à 3 volets, après appeler les amis journalistes, on connaît que est capable de vous questions à partir de texte WhatsApp et côté absolu là pour nous capable de poser une question pour vous. Alors, nous gagnons. Ok, bonjour tout le monde, mes femmes, c'est Diego Charles pour Radio Vision 2000 à Gazette Haïti. 3 questions que Diego a posées. Donc, on a payé 89,3 milliards de gouttes comme recette domestique là paraît irréaliste. L'un considéré cadre macroéconomique pays. Est-ce que c'est un objectif qui est réalisable? Nous étions francs pour l'exercice fiscal là fini. Combien de 89,3 milliards de gouttes là qui est déjà collecté? Ça c'est la première question. Et bien, deuxième question tout, donc on a tout pour tout, jusqu'à 4 questions de Diego. Le gouvernement mettait dans le rubrique autres interventions publiques là, environ 20. Pendant l'agriculture et l'éducation pas bénéficié de 10 milliards de gouttes d'investissement. Qui s'est justifié choix priorité qu'est-ce à l'État au détriment de 2 secteurs qui ont un gros portée sociale? Une troisième question, jusqu'à 30 mai, combien de déficit budgétaire y est? Et puis, 4e question, qui décision qui prend sous prix gaz là qui était supposé descendre? Donc ça c'est de Diego Charles Vision 2000 et puis les amis journalistes nous avons toujours continué vos questions par texte WhatsApp. Bon. Merci Diego, même à distance pour ces questions. Donc je vais commencer par la première question qui c'est 89,3 milliards là, est-ce que l'irréaliste?
Donc, nous dit oui, les réalistes, au sens où déjà nous assisté au niveau de la DGI et de la douane, qui sont deux organismes de perception de l'État, nous constatons un certain regain au niveau des activités de collecte. Parce que là, pour 2 derniers mois, nous avons recettes passé de 2 à 5,9. Donc nous, ça va dans le bon sens. Mais du coup, ça va nous à tout pour nous en termes de qui ça qui réalisé déjà comme recette. Jusqu'à la fin de mai, nous avons environ 52,8 milliards de gouttes qui étaient collectés comme recette. Donc pour les 3 et disons les 4 mois restants, donc c'est vrai, c'est beaucoup d'efforts qui doivent être déployés, mais je nous connais, on n'évolue pas en vase clos. Donc avec la reprise des activités au niveau de l'international, nous connaissons les recettes au niveau de la douane. C'est des recettes sur les produits importés. Donc nous allons assister à un regain au niveau des importations qui va normalement faire augmenter les recettes au niveau de la douane et puis au niveau de la DGI, étant donné je nous connais des mesures qui étaient prises, des moratoires qui étaient accordés. Prolongation état d'urgence là, nous allons prolonger moratoire là, mais nous connaissons le nombre de moratoire, ce n'est pas une dispense de payer. Donc c'est-à-dire après, à la fin du moratoire, donc les contribuables auront à se présenter à la DGI pour s'acquitter de leur redevance. Donc pour nous, et ce n'est pas irréaliste, c'est à la portée, nous considérer ça qu'a prêté qui peut faire comme effort mensuel. Donc, si nous prenons l'autre question qui portait sur intervention publique. Intervention publique là, et en général, nous ne sommes pas capables d'assimiler à caisse noire. Parce que nos paquets de dépenses, c'est le niveau intervention publique qui est réalisé. Là, nous voulons parler de dépenses qui ont un caractère transversal que aucun ministère spécifique n'a pas décidé de porter. Si nous prenons par exemple les engagements pris par l'État haïtien en participant aux organismes et organisations internationales. Donc l'État doit payer ses contributions. Et ces contributions, en général, sont payées en dollars. Donc, avec la dépréciation qu'on connaît, donc ça nécessite quand même qu'il y ait un relèvement au niveau de ce poste. Nous prenons d'autres interventions. Ça englobe également d'autres activités qui, si nous prenons par exemple la dotation qui va être accordée au niveau des missions diplomatiques, le personnel des missions diplomatiques, en général, c'est sur dotation que ces gens sont payés. Et le nous ça a passé là avec la dépréciation de la monnaie nationale. Donc, nous venons gagner beaucoup plus d'efforts que nous devons faire en groupe pour payer les salaires à nos représentants dans les missions diplomatiques. Donc voilà en gros comme réponse ce qu'on peut retenir là pour les dépenses qui doivent être réalisées sur vos interventions publiques. Troisième point, nous verrions, c'est troisième question, c'est au 30 mai. Quelles sont les dépenses collectées? Je pense que je réponds déjà, sauf si tu as gagné un point qui est échappé pour les réalisations et pour le prix des produits pétroliers. Donc là, c'est vraiment une problématique. C'est une grande problématique, sinon on peut dire comme ça. Parce qu'au niveau des produits pétroliers, au moment où nous parlons, les prix commencent à remonter sur le marché international. Et là, au niveau du ministère, on a travaillé
pendant la période de la baisse des prix sur le marché international pour voir ce qui était possible de réaliser. Mais là, nous considérons la structure de prix l'établie. Il y a une série de marges en la structure de prix qui ont même fixé en dollars. Donc, c'est dire que dépréciation accélérée de la monnaie nationale et puis caractère non transparent de structure de prix nous gagnons fait que baisse qui gagne sur le marché international là, n'est pas totalement répercuté sur le marché national là. Donc c'est pourquoi l'État engagé lui, avec notamment le Fonds monétaire international pour nos travail, pour nous rendre structure prix des produits pétroliers transparents. Et dans le cadre de travail, nous avons pour chita avec les différents secteurs impliqués de la société civile, notamment le secteur transport, donc qui pourront travailler ensemble avec nous pour enrichir les réflexions qui vont être produites, l'assistance technique du Fonds monétaire international, pour aider nous à améliorer la structure de prix qui peut permettre de nous gagner une meilleure compréhension de la part des acteurs impliqués dans le secteur pétrolier. Tout ça pour vous dire que il y a un appel d'offres qui est fait pour produits pétroliers rentrer et bientôt nous allons recevoir les produits. Donc nous allons le temps pour nous voir qui s'appuie à pied avant de pouvoir parler de baisse ou de maintien de prix. Donc là, nous ne pas là avec nous, il y a un travail qui a fait, des réflexions, mais il est difficile pour déjà pour moi-même me parler de baisse au niveau des prix. Et l'autre question, ministre, c'est de Flécher du Nouvelliste. Le gouvernement a dit qu'il y a un ministère de l'agriculture moyen pour permettre à l'agriculture de produire plus. Est-ce qu'il a parlé nous des enveloppes qui mettaient pour le ministère ça? Qui augmentation ça fait par rapport à l'année qui passée? Ça, c'est de nous, du Nouvelliste. Donc, si nous répondons à une question ça, qui est simple, pour le ministère de l'Agriculture, l'enveloppe dans le cadre de ce budget représente 3,4%, donc soit un montant de 6,7 milliards de gouttes. Donc en 2018-2019, alors disons mieux, dans le budget rectificatif, donc on n'avait pas ce montant. Donc là, il y a un effort qui est fait et pour amener le budget du ministère de l'Agriculture à 3,4%. Donc ça, moi, je l'ai souligné pour nous. C'est qu'il y a des ministères qui sont supportés beaucoup plus par d'autres au niveau de l'international. C'est le cas pour le ministère de l'Agriculture. Donc là, l'enveloppe globale, là, nous, elle est représentée, il y a une dotation de 3,4%, ce qui fait presque 7 milliards de gouttes. Mais au niveau ministère de l'Agriculture, il y a une série de projets qui sont en cours d'exécution. Et là, les projets qui sont en cours d'exécution ne sont pas pris en compte dans cette enveloppe-là. Donc, c'est tout pour nous mettre ensemble, garder ensemble des projets qui déjà a réalisé et là, ajouter-les avec ce montant. Et je crois que ça va représenter un montant de loin plus significatif. On relance sur la même question ça. Et pour qui ça soit négligé l'agriculture dans le contexte de Grand là. C'est toujours suite à la même question ça que notre confrère journaliste relancé. Là, moi, je renvoyer nous, bon, là, c'est peut-être après, moi, capable de explication ça. Donc là, ça va nous regarder le taux d'exécution qui est déjà réalisé en faveur du ministère de l'Agriculture. Parce que globalement, nous avons un taux d'exécution du budget qui représente environ 45%. Donc de ces 45%, il faut que nous regardions la part déjà exécutée en faveur du ministère de l'Agriculture. Et je crois que déjà,
il y a des financements qui sont partis pour les différentes campagnes de production au niveau du ministère de l'Agriculture. En question de Luc Nergao, Radio Métropole, pour qui ça, Parlement, il y a 6 milliards de gouttes, 3 milliards pour Chambre basse là, pendant qu'il n'y a pas de député. Ça, c'est de Luc Nergao, Radio Métropole. Donc, merci, et Luc Nergao, pour cette question. Donc, d'entrée de jeu, nous voulons expliquer tout le monde. Le Parlement, c'est un pouvoir, et puis c'est des institutions étatiques. C'est vrai que nous gagnons des parlementaires, nous gagnons les députés qui ne sont plus en fonction, et puis nous gagnons le Parlement et le Sénat qui est amputé des 2 tiers de ses membres. Donc c'est vrai, au niveau de ces deux entités, il y a des économies qui sont réalisées. Et économies, ça, nous sommes capables de dire, nous t'ai parlé de eux déjà, en d'autres occasions, qui fait environ 1,1 milliard de gouttes. Donc le Parlement en tant qu'institution demeure. Les gagnants des personnels qui travaillent là-dedans, les gagnants et pour son fonctionnement des biens et services et qui sont payés et financés par le Trésor public. Donc là, nous ne sommes pas capables, c'est vrai, nous avons parlementaires et 2 tiers dans le Sénat pas là, nous avons des députés qui pas là, mais nous ne sommes pas capables d'oublier tout. Monsieur député avec sénateur, au fait, ils sont sortis au 2e lundi de janvier, c'est-à-dire que pour une bonne part, gagner un parti dans le budget alloué à ces 2 branches du Parlement qui ont été consommées. Donc, ça qui était là, c'est pour permettre à l'administration, c'est pour permettre à l'entité Parlement de continuer à fonctionner, tout en sachant que faut que le personnel là les toucher, et puis pour le Parlement fonctionner, nous avons des dépenses qui sont incompressibles, tout comme pour le reste de l'administration publique. Donc voilà en gros ce qui justifie le montant alloué pour le fonctionnement du Parlement. En question de confrère qui depuis New Jersey, dites-nous dans le contexte Covid-19 là, comment l'État va être capable de gérer les sociaux, les connectés, c'est pratiquement avec la douane et DGI, que la principale source revenu de l'État. Qui vient nous faire gérer ça dans le contexte difficile Covid-19? Bon, pour la douane et DGI, je souhaite expliquer. Au niveau de, si nous prenons le point de départ, c'est la douane qui reçoit les importations. Donc avec la reprise de l'activité économique sur la scène internationale et également aux reprises espérées au niveau de l'économie haïtienne, donc nous pensons importation reprendre. Et là, les droits et taxes à l'import perçus par la douane, nous allons venir en augmentation qui peut permettre nous, objectifs nous fixer dans le cadre budget ça, qui pour nous très réaliste et très à la portée. Donc nous pensons dans ce sens, il n'y a pas de souci à se faire. La douane et la DGI prennent le travail ensemble pour porter le financement et attendu sous forme de recettes courantes. Donc l'autre point qui gagne, c'est que là, dans le contexte pandémie, donc il y a un secrétaire d'État à la mobilisation fiscale qui a été nommé. Et il y a des missions précises, c'est de s'attaquer à la contrebande sur toutes ses formes. Donc, lui a attaqué la contrebande et lui va le faire en sorte à ce qu'il y ait au niveau de la DGI la mise en branle des opérations de contrôle. Bien entendu, à l'échéance ou à l'expiration du moratoire qui est accordé. Donc c'est pour dire, ça nous mettait comme revenu, nous réaliste et nous travaillons, pas rien qu'à négliger pour nous arriver à collecter montant ça. L'autre élément pour me signaler tout, c'est que on est en train de travailler pour rendre opérationnel les paiements en ligne. Nous connaissons avec tous les consignes et sanitaires relatives à Covid-19, donc il y a des contribuables qui sont capables de faire. Dans le même sens, ça, nous avons fait conférence
de présentation budgétaire en respectant les consignes. Donc nous-mêmes tout, dans le niveau ministère des Finances, on travaille pour rendre le paiement en ligne fonctionnel. Donc pour faciliter les contribuables qui veulent sacrer leur redevance et envers la douane et envers la DGI. Je travaille pour Radio Jacmel. Ok, question ça, c'est mon confrère de Jacmel. Il dit que comme nous mettons fonds, nous mettons pour ce pays dans le budget, ça va servir. Est-ce que c'est pour l'élection? Et si l'élection va la faire, qui ça nous va faire à comme ça dans le budget? Ok. Donc là, c'est une question vraiment intéressante. Si nous prenons un budget, nous avons un montant de 2 milliards qui est inscrit au regard du CEP. Le CEP, c'est une institution indépendante. Donc là, comme institution indépendante, il y a des charges récurrentes, il y a des charges incompressibles au même titre que l'administration publique. Il y a des dépenses incompressibles, il y a le personnel à payer, il y a des biens et services qui doivent être acquis pour le fonctionnement du CEP. Ça, c'est une chose. Mais si nous prenons par exemple les élections, c'est à travers les interventions que sont financées les élections. Qui veut dire, au niveau de l'élection, une ligne même qu'il a pour élection, il y a un certain montant qui est prévu qui fait environ 1,6 milliard de gouttes pour le financement des élections que nous devons séparer de fonctionnement CEP. Donc là, nous sommes capables d'imaginer des cas de figure s'il y a des opérations qui sont réalisées de l'exercice, donc pas de problème, une partie de ces fonds va être utilisée pour payer les opérations, pour financer les opérations. Donc si gagner comme qui était, donc on va provisionner, nous allons aller comme ça, nous allons sécuriser pour les opérations à venir dans le cadre de la réalisation des élections sur l'exercice prochain. Donc du coup, ça prend une pression sur le financement des activités dans le cadre du budget 2020-2021. Donc, si nous prenons, c'est que CEP a un fonctionnement, c'est une question qui vaut nous-mêmes avec question Parlement, il faut que CEP a fonctionné, personnel pour payer, l'aide compressive, et puis, élection sont l'autre aspect qui prend en compte dans les interventions publiques. Donc, pour financer l'élection, il y a un montant qui est prévu. On s'est engagé là-dessus envers nos amis. Ce montant-là va être disponible pour financer des opérations en lien à la réalisation des élections. Donc, si d'aventure tout l'argent n'est pas dépensé, donc on va sécuriser la partie restante pour qu'on ait moins de pression sur le budget 2020-2021. En question d'un journaliste de Gonaïve, il dit là nous connaissons que l'économie, le budget que nous prévoyons, ça nous dit qu'un gros part du budget, c'est un investissement, c'est pour d'ailleurs. Et qui ça qui est arrivé si par les commerciaux, est-ce que nous pensons à l'autre plan si promesse d'ailleurs ça va concrétiser? Bon, au fait, ça, vous et moi, dans quelqu'un qui t'a posé des questions pour qui ça budget, les printemps. Parce que ce qui arrive lors de la préparation ou de l'élaboration du document, donc nous sommes obligés de prendre en compte tous les aspects. Donc c'est ça que fait avec les bailleurs, avec nos amis de l'international, on a dû engager des discussions. Parce que là, nous faisons discussion avec les bailleurs, c'est une façon pour nous arriver déterminer ensemble avec eux les besoins de financement et regarder comment nous allons le faire pour nous financer le besoin qui n'est pas comblé par les recettes courantes. Donc c'est ainsi que avec les bailleurs, il y a des engagements qui sont pris. Des engagements du côté haïtien, du gouvernement, et des engagements en contrepartie du côté des bailleurs. Les bailleurs vont amener, ça nous est nous-mêmes, dans le cadre budget, ça nous est les supports budgétaires qui fait environ 9%.
Alors, or les dons, ça fait 9%. Les bailleurs s'engagent sous forme d'appui budgétaire à hauteur de presque 18 milliards de gouttes. Mais là, en face, en contrepartie, on s'est engagé. Il y a le budget qui va être transparent. On s'est engagé également pour améliorer la gouvernance. On a parlé déjà de plan de communication, c'est-à-dire on doit essayer de communiquer au maximum sur les dépenses qui sont réalisées. Car au niveau du ministère, il y a pas mal d'actions à être mises en place pour arriver à répondre de ces engagements. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'on a mis du temps à discuter avec les bailleurs et le montant là qui est mis dans le budget, qui est inscrit dans le budget. Donc, et ça rentre dans ce que nous autres nous appelons le réalisme du budget. Nous prenons tout ça en compte et dans le budget et nous prenons également en compte le calendrier, les temps pris pour le décaissement au niveau. Tout est bien analysé et intégré dans le budget, donc il n'y a pas de souci à se faire. Et là, je peux dire, l'appui budgétaire représente 9% dans le document qui est en circulation. Oui, ministre, il y a une question du cap haïtien. Nous, seulement à 4 mois de fin d'exercice fiscal là, combien dans 197 milliards de dollars et combien tout qui est déjà absorbé par l'administration publique là. Et puis deuxième volet, en cas de catastrophe naturelle, rectificatif avant faire l'exercice là. Et troisième volet question, est-ce que nous, comme bagage parlement, est-ce que nous avons dit que nous avons un nouveau budget qui a parlé au 1er octobre pour l'exercice fiscal 2020-2021? Nouveau budget rectificatif, nouveau budget, et puis niveau réalisation déjà, les fonds collectés. Donc pour première partie, je pense que je me répondre déjà, donc je reprends, c'est que là, au niveau des recettes courantes, nous gagnons environ 52,8 milliards de gouttes qui collectés sur les 89. Donc nous mettons effort pour nous faire qui parle de l'ordre de 36 milliards de gouttes sur les 4 mois. Donc, j'aime dire nous avons un moratoire au niveau des GI. Le moratoire a fini à la fin de juillet, c'était les mois d'août et de septembre. Donc, c'est pourquoi, au niveau du ministère des Finances, le secrétaire d'État à la mobilisation fiscale déjà prend les dispositions pour faciliter le recouvrement au niveau de la DGI et au niveau de la douane. C'est-à-dire que sur les 89 ne représentent que 45% de l'enveloppe globale. C'est ça, moi, je voulais et population comprendre, c'est que nous avons 89,3 milliards de gouttes comme recette, et 89,3 ça, il représentait 45% de l'enveloppe globale. C'est-à-dire tout le reste qui était, c'est ça, nous avons expliqué tout au début, nous gagnons recette courante, et puis nous avons support budgétaire, nous avons financement de la Banque centrale, nous avons les bons du Trésor, les dons et que nous